When you think boots, you think Ariat. You think comfort from day one and durability to day 1,000. You think steel toes on the job, square toes on the dance floor. With style that owns a Saturday night and still looks sharp enough for Sunday dinner. And through every mile and every moment, you're thinking Ariat boots. Boots that show up, stand out, turn bad ideas into better stories, and still punch the clock come Monday morning. Now, it's time to stop thinking and start shopping. Find your Ariat boots at Ariat.com or a retailer near you. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Lundi, il est 22h06. Donc, en comptant l'intro, la pré-intro et tout, on est à l'heure. Voilà, j'espère que vous noterez ça. 25e épisode de Lucarne américaine au menu aujourd'hui. 25 déjà, oui, même s'il y a eu des coupures, on est à 25 épisodes. C'est en direct les lundis soirs à 22h sur Twitch. Donc si vous écoutez l'émission en replay, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour justement participer comme ceux qui sont déjà dans le chat, un chat qui est déjà animé. On en a un qui est bouillant et en plus, comme on va parler un petit peu de River, il va monter un petit peu plus en puissance. C'est Ibra. Bonsoir donc, je vais saluer ceux qui sont dans le chat. Je vais saluer donc Ibra qui est arrivé, Chilenou qui va être content parce qu'on va parler de foot chilien. Je l'avais promis donc on va le faire. Forcément. Bonsoir aussi à Red, à ma foi, effectivement, pas eu le temps de finir le replay. Et effectivement, un vrai Lucarno ne doit pas dormir ou alors doit dormir en même temps que moi. Voilà. En gros, s'il veut être dans les temps ou reste. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Doit caler sa journée sur ce que je fais. Bon courage. On va saluer Nueve10 qui est aussi le partenaire officiel du retour du Columbus Crew. On en parlera. On fera une petite dédicace aussi, forcément, à Nueve qui a été l'homme du match de la soirée MLS hier. Qui a été même l'homme de la soirée parce qu'une fois qu'il est parti de Columbus, il est allé voir River et il a provoqué ce qu'il s'est passé. Bonsoir à lui, bonsoir à Romano également. Qui est-ce que j'oublie? Paul qui vient d'arriver, Paul Bismuth, King Gianizzi qui est là aussi, Nacio qui vient d'arriver. Et donc voilà, bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Donc j'invite tous ceux qui écoutent l'émission en replay, que ce soit sur les plateformes de podcast, que ce soit sur YouTube. Venir participer. Les lundis soirs, on va faire comme d'habitude le lundi soir sur un Lucarne américaine. Le tour justement des Amériques, comme son nom l'indique, pendant 1 heure et demie, on va dire 90 minutes au max. On va se promener entre différents pays des Amériques, du nord au sud, du Groenland presque, parce que c'est pas notre confédération encore, jusqu'à la Patagonie, jusqu'à Ushuaia. Donc voilà, on va se promener un petit peu partout. Et ce soir, pour le coup, on va vraiment se promener un petit peu partout aux Amériques. On va vraiment aller du nord au sud, faire des allers-retours un petit peu partout. Donc on va pouvoir voyager tranquillement. Concrètement, généralement, il y a toujours une partie news et ensuite, il y a une partie dossier. Il n'y aura pas de dossier aujourd'hui parce que vous allez voir que les news sont très chargées. Il y a beaucoup de sujets à aborder dans l'émission du soir. Voilà, c'est très riche et donc j'ai préféré focaliser là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dont il fallait parler. Donc si tout le monde est confortablement installé, je vois que voilà, je le disais, tout le monde est bien chaud dans le chat. On va pouvoir démarrer tout de suite. On va y aller avec les news de la semaine. Je vais même pas m'embêter à lancer un jingle parce que pour le coup, il y a vraiment que ça cette semaine. Dans cet épisode 25 de Lucarne américaine. Alors on va démarrer tout de suite et on va aller en Colombie. On va démarrer en Colombie et vous vous en doutez, quand on va en Colombie, ça se passe jamais très bien. Voilà, on va planter un petit peu le décor. Et donc oui, on va en parler parce que c'est une affaire qui secoue le football colombien depuis quelques semaines. On va parler de l'affaire du Deportivo Pereira. Affaire du Deportivo Pereira, pour ceux qui ne connaissent pas, vous l'avez, si vous suivez un petit peu le football sud-américain, vous avez croisé ce club il n'y a pas encore si longtemps en Libertadores, puisque le 30 août, cette photo date du 30 août 2023, le club terminait sa campagne de Copa Libertadores à l'Allianz Parque face à Palmeiras en quart de finale de la Libertadores. C'était sa première et unique campagne continentale à l'époque et le club se hissait donc en quart de finale de la compétition. Et voilà, un petit peu plus de 2 ans plus tard, vous avez peut-être vu passer cette photo si vous suivez des comptes de football sud-américain, colombien ou des choses comme ça.
un petit peu plus de 2 ans plus tard, le Deportivo Pereira a aligné 7 équipes lors des 2 derniers matchs. Surtout, là, c'était face à Águilas Doradas. Il y en a eu un autre face au Deportivo Pasto. Le club a aligné son équipe U20. Et même des U17 lors des 17e et 18e journées du championnat colombien. On est dans le Torneo Finalización, on est dans le deuxième semestre de l'année du championnat colombien. 2 grosses défaites, 2 lourdes défaites pour le club. Forcément, on serait tenté de dire, même si je crois qu'il y avait match nul à la mi-temps contre Águilas Doradas, ça a craqué en deuxième mi-temps. Mais donc le club n'a joué qu'avec des U20 et des U17. Alors vous allez me dire, mais pourquoi donc est-ce que le Deportivo Pereira 2025 joue avec des U20 et des U17 en championnat? Tout simplement parce que les joueurs de ce club, là c'est l'équipe titulaire, plus ou moins, du Deportivo Pereira. En gros, c'est l'effectif professionnel, c'est le 11 professionnel que vous voyez sur les écrans si vous êtes sur la vidéo. Ces joueurs-là sont en grève. Ils sont en grève parce qu'ils sont là pour protester contre le traitement qui leur est alloué. La raison, elle est simple, elle est malheureusement assez classique dans pas mal de pays d'Amérique du Sud. Ils ne sont juste plus payés depuis plusieurs mois. Selon les déclarations de joueurs, et pas n'importe quel joueur, hein, Darwin Quintero ou Roncho Rios, qui sont deux des meilleurs joueurs de l'équipe, certains de leurs coéquipiers ne sont pas payés depuis près de 8 mois. Tous ont vu leur famille en difficulté parce qu'en plus des salaires qu'ils ne touchent pas, leurs cotisations sociales aussi ont été retardées. Donc l'affaire a fait beaucoup de bruit. L'affaire est allée jusqu'au ministère des Sports, qui a pris une décision, qui a engagé d'ailleurs une procédure qui pourrait aboutir jusqu'à la perte de la licence pour le Deportivo Pereira. Donc en d'autres termes, presque sa désaffiliation et en gros, pour dire les choses très clairement, son impossibilité de participer à n'importe quel tournoi professionnel. Non, il n'y a pas Gérard Lopez derrière, mais on n'en est pas loin et vous allez voir, il est pas mal. Celui-là, on va en parler. Le ministère des Sports a donné à Álvaro Lopez, le président du club, 10 jours ouvrables pour prouver qu'il n'y avait pas eu de retard dans le traitement, le paiement des charges sociales et fiscales, surtout pas encore les salaires, depuis plus de 70 jours, faute de quoi donc le club pouvait se voir retirer sa reconnaissance sportive et en d'autres termes, sa licence, hein, comme je le disais tout à l'heure. Le président a également déclaré, il y a peu, hein, le 27 octobre, donc il y a une semaine, que le paiement des salaires avait commencé. Le syndicat des joueurs colombiens s'est attaqué un petit peu à l'affaire, et a forcément pris parti du côté des joueurs, a vraiment attaqué, et on a profité pour attaquer un petit peu plus large, je dirais. C'est vrai qu'il s'appelle Lopez, bien vu dans le chat. A été un petit peu plus loin, puisque justement c'est une cause assez régulière, assez récurrente plutôt que régulière dans le football colombien. Il cite l'exemple donc du Deportivo Pereira, il parle aussi du Deportivo Pasto, et il saisissent cette affaire pour un petit peu sensibiliser tout le monde au fait que ces failles, ils appellent cela des failles structurelles, je cite, les failles structurelles, ce sont des failles structurelles dans le football colombien qui affectent directement la qualité de vie des footballeurs. Donc je le disais, le syndicat des joueurs, y est allé, soutient forcément les joueurs. Le ministère a mis une sanction, c'est-à-dire que le club ne peut plus rien faire pendant 10 jours notamment. Ils sont mis à pied, hein. Ils doivent prouver. Après, ils pourront reprendre une activité normale, comme on dirait. Et donc, il y a la pression sur un homme. Un homme, c'est cet homme, Álvaro Lopez. Alors, on va prendre un tout petit peu de temps, parce que je vois les vannes avec Gérard, parce qu'il s'appelle Lopez. En plus, je l'ai faite. Mais vous allez voir que ce garçon-là est quand même un petit peu plus compliqué. Et son histoire est un petit peu plus compliquée parce que cet homme, il a un passé, ou plutôt un passif, assez lourd, selon le quotidien El Tiempo, et comme l'a rappelé un journaliste dans un podcast qui s'appelle Historias Secretas, ce journaliste s'appelle Alejandro Pino Calad, notre ami, ou pas, Álvaro Lopez a été arrêté en 1987 à Barcelone, en Espagne, donc, à la suite d'une opération menée par la Guardia Civile qui a permis de découvrir que ce garçon avait caché près de 7 kilos de cocaïne dans une exportation, dans des colis. Il avait envoyé des livres, il avait fait venir des livres de Colombie dans lesquels il y avait 7 kilos de cocaïne. Ces exemplaires de livres étaient soi-disant issus d'une maison d'édition qui s'appelait Ediciones Pereira, et donc il y avait des compartiments internes remplis de drogue. Bref, Álvaro Lopez, de son nom complet Álvaro Lopez Bedoya, a été condamné en 1989 à 10 ans de prison pour trafic de drogue, et il n'a juste jamais
purger la totalité de sa peine. Pourquoi ? Parce que en 1990, il a profité d'une permission spéciale qui lui a été accordée pour s'évader de la prison dans laquelle il était retenu à Granollers. Il y a eu un mandat d'arrêt international contre lui, il n'a jamais été trouvé et ça a été classé sans suite en 2000 pour cause de prescription. Et donc, notre cher ami a pu rentrer tranquillou en Colombie. Voilà, tout simplement. Il est retourné en Colombie et il a repris ses activités commerciales sans faire l'objet de la moindre poursuite judiciaire. Il a même admis que c'était une erreur et que la condamnation était prescrite en disant qu'il était clean aux yeux de la loi. Bref, on se dit qu'il va se ranger. Notre cher Alvaro s'associe donc entre dans le giron du secteur entrepreneurial à Pereira, se distingue comme associé principal d'une entreprise qui exploite les transports publics qui s'appelle Promaviso. Vous allez voir, hein, ça va assez loin. Cette activité va commencer à susciter la polémique. En 2004, il y a une enquête qui est ouverte contre Promiso pour infiltration possible d'argent illicite provenant du trafic de drogue. Tiens donc. Et forcément, ça implique notre ami Lopez Bedoya et des autres associés. L'enquête est classée sans suite, faute de preuve du blanchiment d'argent. Bref, il finit par arriver donc au Deportivo Pereira. Et c'est là où c'est assez ironique ou cynique. Choisissez un petit peu. C'est Netflix à vie, c'est un peu ça. GG n'y arrive pas à la cheville. Non, et puis tu vas voir que ça continue. Voilà. Donc notre cher ami commence à se rapprocher du Deportivo Pereira en 2010. Et il y arrive à un moment où le club est déjà en train de traverser un petit peu une tempête, une crise financière plutôt assez profonde. Les joueurs, ironie de l'histoire, étaient alors en grève parce qu'ils n'étaient pas payés. Voilà. Il arrive avec 250 millions de pesos. Il peut, grâce à cela, entrer en tant qu'actionnaire minoritaire du club. Il réussit à transformer un petit peu le club, qui a déjà des dettes pourtant, mais il arrive à transformer un petit peu le club de telle sorte à ce que lui et sa famille deviennent actionnaires majoritaires. Et il prend le contrôle du club, mais il n'évite pas la débâcle et le Deportivo Pereira est en faillite en 2012. Ça vous rappelle quelqu'un ? Peut-être pas. Et donc, il y a un processus de liquidation qui est démarré en 2020. Il y a une décennie de procédures judiciaires là-dessus. Le club, comme par hasard, est transformé il devient une société anonyme, les fameuses sociétés sportives, les fameuses sociétés anonymes, SAD en Argentine ou au Brésil, au Chili, c'est SADP au Chili, les SAF au Brésil, on en parle assez fréquemment dans les différents lucarnes américaines. Et donc, le club devient une société anonyme avec l'accord et la collaboration même de la DIMAYOR, la fédération colombienne. En 2022, le club est rendu à Alejandro Lopez Bedoya, son principal créancier. Et la même année, c'est cette fameuse année où le club atteint franchement son apogée footballistique, puisqu'il est champion de Colombie, tout simplement. Et il va donc participer à la Libertadores en 2023, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà pour le contexte global. Et voilà un petit peu, surtout, tout le décorum qui entoure ce président-là et donc ce club. Et vous le voyez aussi, on en parle assez fréquemment quand on parle de la Colombie. Vous voyez que toutes ces affaires liées au trafic, au narcos, au blanchiment d'argent touchent toujours le football colombien et continue de plomber ce championnat-là. Alors, où est-ce que l'on en est aujourd'hui dans cette histoire ? Parce que c'est assez récent tout cela, la grève elle a elle a 2 semaines, je crois, 2-3 semaines à peu près au moment où je parle. Il y a eu donc 2 journées où ce sont les U20 et les U17, et des mélanges, d'abord des U20, ensuite des mélanges de U20 et de U17 qui ont joué. Il y a donc le ministre du Travail, Antonio Sanguino, qui s'est exprimé à la radio ce lundi, d'ailleurs, il a officialisé la cessation des activités de l'équipe colombienne en raison du retard dans le paiement des salaires, des primes et des cotisations que le club doit, envers l'État notamment et envers les employés. Et cette suspension est donc préventive. Donc normalement, le club, pour l'instant, ne peut plus avoir la moindre activité. Il ne peut plus y avoir d'entraînement, rien du tout. Il se murmure que c'est pas le cas. Voilà. Les supporters du club, eux, pendant ce temps-là, parce que c'est un club très ancré dans son paysage local, et vous allez le voir, les supporters ont organisé des manifestations vendredi dernier, le 31 octobre, et donc ont manifesté un petit peu partout dans la ville pour enjoindre justement les dirigeants à agir. Parce que notre cher Alvaro Lopez Bedoya, c'est silence radio. Depuis que la grève a démarré, il n'y a plus un son, il n'y a plus rien, il n'a pas de réseau, il n'a plus de 5G. Il y a quand même
un petit motif d'espoir pour ce club. On va le mettre comme cela. On va essayer de terminer cette affaire qui est loin d'être bouclée, qui est loin d'avoir trouvé sa conclusion. Malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, il y aurait pu avoir une conclusion. On espère qu'elle sera positive, mais je le disais, il y a un gros ancrage local, il y a une forte pression autour du club. Hello l'espoir, ouais, exactement. Voilà, on va dire qu'il y a un espoir parce qu'il y a une forte mobilisation du secteur économique local. Vendredi dernier, un journaliste, Felipe, qui est proche du club, Felipe Sierra, a annoncé que le club avait versé l'une des 4 quinzaines de salaires dus aux employés et aux joueurs dans le but justement de lever cette mesure prise par le ministère du Travail et aussi, surtout, de pouvoir disputer les 2 prochaines journées de Ligue colombienne, la 19e et la 20e journée. Ils doivent jouer Medellín, par exemple, je crois, lors de la 19e journée. Dans la foulée de cette information, comme quoi une partie des salaires avait été versée auprès des joueurs, il a été révélé que, en fait, ce n'est pas la direction du club qui a procéder au versement des salaires, mais ce sont les sponsors, et à commencer par la compagnie d'électricité de Pereira, qui est l'un des sponsors de l'équipe et qui a donc communiqué en expliquant que justement ils avaient payé une partie des salaires des employés touchés par ces défauts de paiement. Dans le communiqué, elle indique qu'elle avait décidé de soutenir cette compagnie d'électricité, qui est un partenaire du club, a décidé qu'elle allait soutenir le club dans cette situation difficile, et que le paiement en attente servirait à aider à régler une partie des dettes qui pèsent encore sur l'équipe. C'est pas encore réglé, mais dans la foulée de Energia de Pereira, donc cette compagnie d'électricité, on a appris qu'un autre sponsor du club, Aguas y Aguas de Pereira, a confirmé dans une vidéo qu'elle allait verser directement aux joueurs le solde du sponsoring qu'elle devait au club. Donc, on passe plus par les dirigeants, on passe directement au club, et ça permettrait aussi donc de payer une autre partie du salaire, le reste, le manque de ce paiement du salaire pour l'équipe. Et donc, grâce à ces 2 aides-là, l'idée principale est que le Deportivo Pereira puisse rejouer vendredi prochain contre Medellín à la maison. Reste que donc, il y a toujours cette menace qui pèse depuis le ministère du Travail, mais vous voyez, il y a des actions qui se sont mises en route. On essaye de court-circuiter un petit peu les dirigeants, parce que ce que je n'ai pas dit là-dedans, c'est que vous le devinez un petit peu aussi en fond. Je vous ai dit qu'il y a 2 ans, le club s'était hissé en quart de finale de la Copa Libertadores, même si on n'est pas sur des revenus type Champions League européenne. Un quart de finale de Libertadores pour un club comme le Deportivo Pereira, c'est une énorme manne financière. Et comme on dit toujours dans ces cas-là, où est l'argent? Voilà. Donc, ils ont décidé de court-circuiter les dirigeants, des dirigeants qui, pour l'instant, font silence radio. Il y a quelques rumeurs qui courent en Colombie, comme quoi le club est en vente. On l'a su par un streamer, un YouTuber. Je ne sais pas s'il est sur Twitch ou sur YouTube, en tout cas un influenceur, on va dire, parce que le club aurait été proposé d'abord à un chanteur local qui s'appelle Blest, puis ensuite à un influenceur, donc Luis Fernando Villa, plus connu sous le nom de Westcol. Alors ceux qui connaissent un petit peu le paysage de l'influence colombienne connaissent peut-être. Et lui a expliqué qu'on lui avait proposé de prendre des actions du club et en gros de racheter plus ou moins le club. Bref, est-ce que cela signifie que Álvaro López Bedoya va s'éloigner du club? Difficile à dire. Quand on voit aussi le passé et le passif du garçon, on se dit qu'il ne va pas lâcher l'affaire dans les jours à venir, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va pas être aussi simple que cela. C'est toujours un petit peu flou. L'avenir est toujours un petit peu flou. On va suivre forcément l'affaire. On est en plein dedans pour le coup. Mais voilà. Et vous comprenez aussi, parce que c'est aussi ce genre d'affaires qui sont importantes. Alors on en parle comme cela. On pourrait se dire, voilà. J'ai dit tout à l'heure on pourrait se dire que c'est des cas isolés. Je disais tout à l'heure que l'influence des narcos sur le football colombien, c'est pas la première fois qu'on en parle dans l'émission. Alors je ne reviens pas sur l'historique, sur l'histoire des années 70-80, sur les cartels qui dirigent différents clubs. On n'est pas forcément encore là, mais vous voyez que cette influence est toujours là. Le football utilisé comme moyen de blanchir de l'argent est toujours là. Et les conséquences, c'est aussi cela. C'est-à-dire que si les clubs colombiens ont du mal à exister sur le continent, pendant qu'il y a un championnat qui écrase tout le monde par sa puissance financière,
ces comportements-là appauvrissent les clubs les uns après les autres. On parle d'un club qui est champion de Colombie en 2022, qui est en Libertadores en 2023 et qui est aujourd'hui au bord de la disparition parce que de l'argent, le club sert pour blanchir de l'argent et les salaires ne sont pas payés. On ne sait pas où passe l'argent du club concrètement. Et vous voyez aussi ce contexte-là. Et ça me permet aussi de rappeler régulièrement pourquoi il est totalement idiot d'essayer de trouver des référentiels européens pour dire « Ah, mais c'est quel type de niveau? Ça correspond à quel niveau ?» On ne peut pas comparer. Je ne sais pas, imaginez un instant que les joueurs du PSG ne soient pas payés et que l'argent serve uniquement à blanchir, que le PSG ne soit juste qu'une entreprise de blanchiment d'argent. Mais bon, bref, c'est aussi cela, les contextes locaux, et c'est aussi cela. Et là, pour le coup, c'est pas qu'une histoire de football, machin, c'est aussi qu'il y a des contextes, je sais pas si je dois dire politico-économiques, mais un peu quand même, qui font que ces footballs-là peuvent pas non plus être hyper attractifs pour les meilleurs joueurs. Et ça explique aussi pourquoi les meilleurs joueurs s'en vont. Je ne l'ai pas expliqué, je ne l'ai pas dit, mais par exemple, je parlais des U20 et des U17 qui ont joué les 2 matchs du Deportivo Pereira. Il y a un des jeunes qui a brillé pendant ce match-là qui s'est barré. Du club, il a joué 2 matchs, il n'a même pas été payé, même pas été défrayé, donc il s'est barré. Voilà, il est déjà parti au club. Donc voilà tout ce que ça induit derrière ce genre de comportement, c'est-à-dire que l'équipe professionnelle est en train de se casser la figure, mais toute la pyramide de ce club-là est aussi en train de se casser la figure. On va suivre l'histoire. Justement, on espère qu'il y aura un dénouement un petit peu plus heureux. On espère aussi que ces types de personnages vont s'éloigner du football colombien. On n'y croit pas une seconde, parce qu'on sait que ça fonctionne comme ça. Et donc voilà. On était en Colombie, on va aller juste au sud. On va aller en Équateur. Donc, pour des choses qui sont pas beaucoup plus funky, mais on n'est pas à ce niveau-là encore non plus, parce que je parlais de comportement, d'utilisation du football qui permet de blanchir de l'argent, qui plombe la compétitivité concrètement du championnat et la compétitivité des clubs. On va parler de compétitivité et on va continuer donc dans cet esprit, puisqu'on parle souvent de l'impact absolument nocif de tout ce qui est paris sportif dans le monde du football, en particulier dans des territoires comme l'Amérique du Sud. Il n'y a pas que l'Amérique du Sud, mais dans lucarne américaine, c'est notre focus. Donc, on sait à quel point les paris sportifs peuvent générer bien des soucis en Amérique du Sud. On va pas parler de la promotion de Guayaquil City, on va être en série B justement, puisque, donc, je le disais, on va s'intéresser à une affaire qui a éclaté, qui commence à dater depuis plusieurs mois, mais qui a pris des proportions un peu plus fortes ces derniers jours, qui touche aux paris sportifs et donc à l'une des conséquences des paris sportifs sur le fait que vous pouvez parier sur tout et n'importe quoi. Vous l'avez bien compris où je veux en venir, les fameux scandales de matchs truqués. Et on a donc un nouvel exemple qui touche l'Équateur, qui touche la série B, et qui a explosé ces dernières semaines. Justement, on est en série B et il y a quelques jours, le président de l'Universidad Católica, Pablo Ortiz, a partagé dans une vidéo, clairement, les messages qu'il avait reçus sur son téléphone par SMS depuis un numéro en Équateur qu'il ne connaissait évidemment pas, d'un personnage qui lui demandait en toute discrétion, en gros, d'arranger son match de Copa à venir contre la Liga de Porto Viejo, un club qui a joué un petit peu de Sudamericana il y a quelques années. Et donc, en gros, l'idée, c'était justement de laisser gagner son adversaire du soir. S'il l'a partagé, c'est que le message, il n'en a pas tenu compte. L'Universidad Católica s'est qualifiée en éliminant la Liga de Porto Viejo. Et donc, ça a fait ajouter une pièce de plus à un scandale qui a grossi ces dernières semaines parce que la veille, justement, son club avait publié un communiqué officiel dans lequel il indiquait, donc sur tous ses réseaux sociaux, il indiquait que l'un de ses dirigeants les plus importants avait été contacté par des personnes pour essayer d'arranger le match contre la LDU de Porto Viejo. Voilà, tout simplement. Ils avaient expliqué que forcément, ils avaient refusé la chose, et vous le voyez, puisque derrière, Pablo Ortiz a carrément lu les messages devant la télévision pour voir le type de choses qu'on leur proposait quand on joue en série B, et le club annonce avoir porté plainte. Et cela est donc, je le disais, entré dans un contexte un petit peu plus général. Quelques jours auparavant, il y a eu un rapport qui a été publié par la direction de l'intégrité et de la lutte contre le piratage de la Liga Pro, qui donc a une structure indépendante qui lutte contre tout cela, qui essaye de surveiller tout cela, et qui avait révélé qu'il y avait une organisation qui s'était mise en place, une sorte de structure de manipulation des matchs, et qui touche
essentiellement des équipes de série B. La série B, c'est la 2e division équatorienne. Le rapport qui avait été publié identifiait alors 4 clubs de cette série B qui seraient et qui ont été impliqués dans des matchs présentant, et c'est important ce que je vais dire derrière, je cite, des preuves évidentes de manipulation des résultats et les paris sportifs qui y sont liés. Ils expliquent que la somme de ces éléments oblige à déclencher une alerte structurelle, non seulement sur ces matchs spécifiques, mais aussi sur le comportement institutionnel des clubs impliqués et leur capacité ou leur manque de volonté à prévenir, détecter et signaler ce type d'événement. On commence à comprendre dans quel processus entre la Católica une fois ce rapport publié, justement se mettant de ce côté-là, dire nous regardez, voilà, nous on est transparent, on vous montre, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui nous arrive, voilà ce dont on est victime. Vous voulez des clubs qui mettent en avant le fait qu'ils luttent contre ça, voilà, on va le faire. Donc la Católica le fait. Et c'est intéressant parce que ce rapport, donc, dont je viens de citer un petit passage, se base notamment sur 5 matchs de série B. En fait, ils se sont utilisés sur des analyses qui sont menées par Stats Perform, qui sont donc totalement indépendants de l'Équateur, pour le coup. C'est une société britannique qui fournit toutes les données statistiques et qui suit la Liga Pro. Ils se sont appuyés sur cela et ils ont classé plusieurs matchs en fonction de ce qu'ils appellent le degré de suspicion de 1 à 5. 5 étant, vous imaginez, le cas le plus grave. Et parmi eux, 4 matchs ont reçu, je ne sais pas comment le dire, ont été labellisés, estampillés de ce degré de suspicion niveau 5. Donc voilà, du plus haut. Et parmi eux, il y avait un match qui opposait 2 équipes qui s'appellent Gulaceo et Chacarictas. Donc c'est des clubs de 2e division, série B donc. Le rapport comprend les vidéos des buts, un enregistrement audio où l'on parle de trucage du match, des captures d'écran d'un groupe Telegram dans lequel on invite les gens à parier sur un score final de 3-2. Je vous laisse deviner le score final du match. 3-2. Et un message anonyme sur le canal de dénonciation de la Liga Pro. Le rapport indique qu'après avoir reçu des alertes en mars 2025, cette organisation, la Direction de l'intégrité et de la lutte contre le piratage, avait ouvert une enquête et avait informé Fabián Serrano, le président de Gulaceo, et Holger Maroto, le président de Chacarictas, de la demande d'entretien auprès de différents membres du club. Dans son témoignage auprès de cet organisme, le président de Chacarictas affirme avoir reçu des menaces et l'ordre donc de perdre le match contre un autre club qui s'appelle Vargas Torres. Le rapport comprend donc les messages qui lui ont été envoyés, ainsi que ceux qui ont été envoyés à un joueur à qui on a demandé de juste ne pas disputer le match, tout simplement. Vous voyez jusqu'où ça va, on parle de 2e division. Finalement, Chacarictas a perdu ce match. Et donc, la direction de l'intégrité et de la lutte contre le piratage a averti le comité disciplinaire de la Chambre de commerce de Guayaquil sur ces cas-là, sur les cas Gulaceo et Chacarictas, en disant qu'ils représentent, je cite, l'un des événements les plus graves enregistrés dans l'histoire récente du football professionnel de la Liga Pro. La Liga Pro, c'est la LFP, concrètement, puisqu'elle gère la Ligue 1, la Série A et la Série B en Équateur. Fin septembre, quand les affaires commencent à exploser dans tous les sens, parce que ça, je vous dis, ça fait quelques semaines et quelques mois que ça dure cette histoire, le directeur sportif de Gulaceo, Anthony Zambrano, publie un communiqué sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, le club, donc en Série B, va jouer le tournoi final pour la promotion en Série A. Celui qui, comme l'indiquait Nacio dans le chat tout à l'heure, a vu Guayaquil City se couronner champion et monter. Dans ce communiqué, notre cher Anthony Zambrano, je vais vous lire quelques extraits parce que c'est absolument exceptionnel, il explique que ce battage médiatique était la preuve la plus évidente de vouloir déstabiliser le club et freiner notre rêve. Je le cite. Il ajoute que tout cela provient de rumeurs sur les réseaux sociaux, de commentaires isolés qui n'ont jamais constitué une preuve, mais qui ont été utilisés comme prétexte pour ouvrir une enquête, et qu'il tenait à dire aux supporters et à l'opinion publique que Gulaceo était irréprochable à travailler dans la transparence et avec abnégation, et que ce qui a été gagné sur le terrain ne peut pas être effacé par des rumeurs ou des titres de presse malveillants. Il rajoute « La promotion n'est un cadeau de personne, elle se mérite par la discipline, l'effort
et l'honnêteté et nous continuerons ainsi jusqu'à la fin. Souvenez-vous de ce que j'ai dit sur l'implication et le fait que la direction de l'intégrité et de lutte contre le piratage a enjoint, a souligné à quel point les clubs ne jouaient pas le jeu, les institutions ne jouaient pas le jeu dans cette lutte. Ce qui est amusant, c'est que le 23 octobre dernier, le comité disciplinaire de la Liga Pro, qui avait été saisi donc par la direction la DIA, pour dire les choses en plus courtes, la direction de l'intégrité et de lutte contre le piratage, la DIA en Équateur, le comité disciplinaire a quand même prononcé des sanctions parce que la Liga Pro s'attaque à ce fléau que sont les matchs arrangés dans sa série B, et elle annonce dans un communiqué que 4 clubs de série B, sans les nommer, vont se voir vont se voir sanctionnés. Alors, je le disais, ils ne sont pas nommés, mais on sait que l'enquête de la DIA a touché Gualaceo, Chacaritas. Je l'ai nommé aussi Vargas Torres il y a quelques instants. Et il y a un autre club qui s'appelle Ventedos de Julio qui était aussi impliqué, qui était présent dans le rapport publié par la DIA. Et donc, il va y avoir des sanctions contre les clubs et il va y avoir des sanctions aussi contre 20 joueurs. Alors, je vais dans le détail. Je vois le message de Nacio. Il y a le résumé de Gualaceo Chacaritas sur YouTube et les buts sont suspects, notamment le dernier de Gualaceo. Exactement, Nacio. Je vous invite à aller voir le résumé. Je ne l'ai pas mis. J'aurais probablement pu, parce que je pense qu'on n'aurait pas été strike. J'aurais pu mettre les buts, mais on aurait pu... Enfin, c'était pas très podcast friendly. Donc voilà. Donc, il y a des sanctions qui vont être menées. La Liga Pro annonce que donc, contre 4 clubs et contre 20 joueurs. Le communiqué de la Liga Pro ne mentionne pas les raisons de ces sanctions, même si on sait qu'elles sont liées au rapport de la DIA, ne mentionne pas les clubs, même si, je l'ai dit, on imagine que c'est les 4 clubs qui sont dans le rapport de la DIA, et que donc les sanctions sont pour les clubs entre 6 et 12 points de pénalité et une amende de 1 million de dollars américains, d'US dollars, pas de pesos, de dollars américains. C'est énorme à l'échelle de l'Équateur et encore plus pour des clubs de série B. Il précise que les points de sanction sont à partir de maintenant, c'est-à-dire qu'ils prennent les points en moins, mais que ça ne touche pas les points qu'ils ont gagnés avant. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils sont impliqués dans des trucages qui leur ont favorisé, c'est pas grave. Bref, c'est quand même un départ, mais surtout les 20 joueurs qui sont impliqués dans cette affaire, qui ont donc été menés là-dessus, prennent 2 ans de suspension de toute activité liée au football. Voilà, on est, comme tu le dis, King Giannissi, dans ce poison que sont les paris sportifs, avec les conséquences qu'ils ont. On parle de conséquences sur le terrain, hein. On parle pas de conséquences sur les gens qui tombent dans les paris sportifs en termes d'addiction et de choses comme ça. On parle de conséquences footballistique, de voir ce que cela donne, comment cela peut fausser la donne, fausser des championnats, fausser le tout. C'est joyeux l'âme sud parce qu'on est sur l'âme sud et parce que c'est touché, mais il y a des cas de paris sportifs et de matchs arrangés dans la zone asiatique, on en a déjà parlé. Il y a eu l'affaire qui a touché la Corée du Sud en 2010-2011 avec une quarantaine de personnes impliquées, avec un joueur qui s'est suicidé. Ça a été très très loin. On va pas se mentir, hein. Pourquoi ça fonctionne ces choses-là? Ben tout simplement parce que les contextes économiques, j'en reviens toujours à cela, font que un joueur, une société de paris sportifs, qu'un réseau de trucage de paris sportifs va contacter, va toucher par ce réseau-là beaucoup plus que plusieurs mois de salaire, tout simplement. Donc voilà, on en est là sur ces divisions-là. Donc pensez-y aussi quand vous vous amusez à parier sur des championnats de série B, de série inférieure, dans certains pays du monde, vous êtes en train de contribuer, vous n'êtes pas complice, mais vous voyez ce que je veux dire, vous contribuez aussi à nourrir ce système. Et je n'ai pas parlé, ce dont j'ai déjà beaucoup parlé dans diverses émissions, du fait que certains sites de paris sportifs sont juste des relais de blanchiment d'argent. Là, on ne parle pas des sites de paris sportifs établis, connus, comme on a chez nous par exemple, mais en Amérique du Sud, il y a des tonnes de sites de paris sportifs avec avec une organisation un petit peu obscure derrière, avec un nuage d'ombre autour de comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est l'un des autres problèmes qui touche nos championnats. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la Ligue professionnelle équatorienne a saisi véritablement je parlais de serpent de mer, ils essayent d'attraper le serpent. On va voir s'ils parviennent à remporter le duel.
Mais voilà, c'est un vrai combat. Ne pariez pas, c'est mieux les gars. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Voilà, exactement, 100% d'accord avec Ibra. Il y a des soupçons même en Coupe du Monde, notamment le Brésil-Ghana de 2006, il me semble. En fait, tu pourras avoir des soupçons à tous les niveaux en fait. Il suffit qu'un joueur même un international sur un match de Coupe du Monde, on va prendre un exemple tout bête. On va pas dire que ça va arriver, hein. Je vais même pas citer de pays. On sait très bien qu'à la prochaine Coupe du Monde en 2026, il va y avoir des pays avec des joueurs dans les effectifs qui jouent dans des petits clubs ou qui jouent au pays et qui jouent donc avec des petits salaires, des très petits salaires. Ben, très honnêtement, ça va vous paraître débile, mais quand un mec arrive et propose parfois 10 000 ou 20 000 euros à un joueur pour truquer un match, 20 000 euros, ça peut être 10 mois de salaire pour le joueur, voire un an. C'est énorme. Et donc voilà. Et donc tu peux tout à fait imaginer que dans un match de Coupe du Monde où les enjeux sont bien plus grands, où aussi il y a beaucoup plus de paris qui sont faits et donc beaucoup plus d'argent à se faire et beaucoup plus de gens à arroser, et donc tu peux, en arrangeant des matchs, tu vas pouvoir cibler ces petites nations-là ou ces joueurs qui jouent dans des petits clubs entre guillemets, dans des clubs qui permettent pas d'avoir des salaires de fous furieux, et effectivement tu peux arriver à des choses de ce genre-là. Donc c'est un petit peu le risque, c'est un petit peu le danger, et c'est aussi cela qu'il faut prendre en compte dans tous les contextes dont on parle. Attention à tout ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on regarde ailleurs est truqué ou machin, c'est pas le cas, c'est pas vrai. Mais voilà, il faut garder tout cela ensemble. Le fait est que ça existe, malheureusement. Là, on a des preuves, là, on a des matchs, on a des joueurs qui sont sanctionnés, ils prennent 2 ans, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Il y a des pays où ils ont pris plus, il y a des pays où ils ont pris 10 ans, il y a des pays où ils ont pris 4 ans, 5 ans. C'est pareil, il n'y a pas de peine... il n'y a pas de peine homogène dans cette histoire-là. Donc voilà. Bref, on va pas non plus entrer dans la théorie du complot de tous les matchs sont truqués parce que tout, voilà. Non, on n'est pas là-dessus. Là, on a des choses avec des preuves. On a l'un des cancers que sont les paris sportifs en Amérique du Sud notamment. Et je sais que dans cette émission, là pour le coup, ça parle pas de football, mais c'est important d'en parler. C'est obligé même d'en parler parce que ça vient nous plomber, ça vient plomber ce que l'on regarde, pas forcément dans les plus hauts niveaux, hein, parce que voilà, mais dans les niveaux inférieurs, ça fracasse un petit peu tout, et ça fausse pas le championnat de première division, pour dire les choses très clairement, même quand il y a des cas, hein, il y a des championnats de première division, il y a des cas, en Bolivie il y a eu des cas, donc voilà, Nacio dit dans le chat, j'ai parlé de la Bolivie, ça arrive un petit peu partout. On va pas dire que ça fausse des championnats, tous les championnats ou tous les résultats, machin. Ça fausse quelques résultats, ça c'est sûr. Mais ça freine le développement. C'est-à-dire qu'à un moment, tu comprends qu'à l'échelle locale, c'est compliqué de développer des divisions inférieures qui sont complètement gangrénées par la violence, par la corruption, par les malversations. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que, comme le dit Mastri et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une vraie gangrène, les paris sportifs. C'est un équilibre difficile, hein. On ne peut pas non plus passer notre vie à dire que tous les paris sportifs sont mauvais, parce que tu vois, d'un autre côté, parce que c'est aussi cela, et c'est quelque chose que je dis assez régulièrement, tu vois, Mastri, que ça soit les clubs ou que ça soit les gens qui travaillent dans le football, les seuls qui te payent, c'est les paris sportifs. Personne d'autre ne finance, ne sponsorise, derrière. Si vous voyez tous vos streamers favoris, vos youtubeurs favoris s'adonner à la promotion de paris sportifs, de sites de paris sportifs, c'est parce que ce sont les seuls à soutenir. En fait, ce sont les seuls à donner de l'argent. Alors, je sais pas si c'est un soutien, tu vois ce que je veux dire, mais voilà. C'est comme ça. Plus le niveau est bas, plus c'est facile de corrompre avec un petit salaire. C'est exactement ça, Sora Armega. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que là, on parle de série B équatorienne, donc de 2e division équatorienne. Donc concrètement, si tu arrives avec 5 à 5 000 euros, je peux t'assurer que le mec, il y va, hein, parce que c'est plus que son salaire. Donc voilà. Et le problème, c'est que la réalité... Il y a des choses, enfin tu vois, c'est comme partout, hein. Et là je suis en train de parler de cas très particuliers, de sites un petit peu obscurs, de gens qui gravitent, c'est même pas les sites en fait, hein, c'est les gens qui gravitent autour, hein. Là on parle même pas de sites de paris sportifs qui poussent à la corruption, c'est des gens qui se servent de cela pour se faire de la thune, hein. Donc voilà. Et en Amérique du Sud, ajouté à toutes ces organisations qui viennent truquer les matchs en profitant des cotes sur les paris sportifs, en profitant de cela, vous avez en plus à tout cela ces sites obscurs qu'on n'a pas heureusement en France parce qu'on a l'Argel. Tout se résume au fait qu'il n'y a pas de modèle économique, c'est exactement ça, elle découle, tu as 100% raison, que ça soit les clubs de foot, que ce soit les gens qui parlent de foot, comme nous, les journalistes, les médias, les streamers, les youtubeurs, notre seul modèle économique, c'est le mécénat.
ou alors on est riche. Ou le loto, si on a gagné au loto. Mais si je dis jouez pas au paris sportif, jouez pas au loto non plus. J'ai rarement vu des pubs aussi agressives que celles des paris sportifs parce qu'elles ciblent des gens en particulier. Mais après, c'est pareil, attention, me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je suis pas en train de dire que les sites de paris sportifs dont vous voyez la pub partout truquent les matchs en Amérique du Sud. Qu'on s'entende bien. C'est pas le cas. C'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui, via les paris sportifs, truquent des matchs. Donc voilà. Mais c'est pas les sites qui sont impliqués là-dedans. Et je suis pas en train de vous dire que les sites de paris sportifs que vous avez en France, parce que pour le coup, il y a un organisme qui contrôle tout, qui s'appelle l'Argel. Les sites de paris sportifs qui en France sont clean. Enfin, j'espère, normalement, puisqu'ils sont contrôlés. Il y a un site. Par contre, en Amérique du Sud, il y a des trucs un peu chelous. On en a beaucoup parlé pour le Brésil. Voilà. Par contre, ils ruinent des gens et des familles. Ça, c'est un fait. Voilà. Donc c'est pour ça, si vous pouvez éviter de tomber dedans, ne tombez pas dedans. Et c'est pour ça aussi, tu vois, Ibra, par rapport au côté les jeux d'argent, c'est non. Oui, j'entends l'argument. J'entends l'argument, mais je te dis, là je te parle en tant que patron de Hello. Si j'ai un site de paris sportif qui vient me proposer de l'argent, je fais quoi? Je dis non. Je vais te prendre un exemple tout con. J'ai un doc à financer, je fais comment? Je compte sur 3 subs sur Twitch? J'ai pas le choix. Et n'importe quel média n'a pas le choix. On vit tous du mécénat en fait. Tu vois, le problème c'est ça. Et la seule condition que je fixe, tu vois, parce qu'on a déjà eu il y a quelques années un contrat avec un site de paris sportif. En fait, la seule chose qu'on mettait, c'était un lien vers leur truc dans des articles où on disait bah tiens, voilà les matchs qu'on vous conseille, les matchs sur lesquels on miserait. Tiens, voilà ce qu'on voudrait. La seule chose que je ne veux pas, c'est de l'affiliation, c'est-à-dire prendre un pourcentage si vous vous inscrivez dessus. C'était le truc qu'on avait dit, et il n'y avait pas d'affiliation. Et eux, ils avaient payé, et concrètement, ça a donné quoi? Ça a donné la traduction des 11 Caminos de Bielsa. On a acheté les droits grâce à ça. Et voilà. Parce que sinon, c'est un projet qu'on avait avec Nico Faure depuis 2015, pour dire les choses très clairement. Le livre est sorti en 2021, je crois, puisque le premier, c'était... ça doit être 2021 qu'il a dû sortir. Et très franchement, sans ça, on le fait pas, on fait jamais. Donc voilà, c'est le problème. Le problème, c'est que, comme le dit Aldécool, il n'y a absolument aucun modèle économique dans le football. Voilà, à part le mécénat. Donc si vous me trouvez un mécène, voilà. Bon après on est peinard, on est contacté par aucun site de paris sportif. Voilà. Au moins comme ça on est tranquille. Ça fait 5 ans, ça fait depuis 17 ans, jamais. Enfin une fois donc, parce qu'on avait une agence de com qui s'occupait de nous, qui ne s'occupe plus de nous d'ailleurs, mais qui s'est occupée de nous 1 an, juste le temps de ce truc-là, et terminé. Donc voilà, donc on est peinard là-dessus, je peux être assez libre là-dessus. Donc voilà, bref, on parlait de guerre menée par l'Équateur contre les malversations en s'appuyant sur les matchs truqués et l'argent qu'on peut générer par des paris sportifs en truquant des matchs. On va parler d'une autre guerre qui est... on continue de descendre en fait. On était en Colombie, on était en Équateur, et on va aller au Pérou. Et là, si vous êtes sur la version... Je m'adresse à ceux qui sont en train d'écouter le replay de l'émission en version podcast. Si vous êtes sur la version podcast, je vais décrire ce qui va se passer, mais je vous invite quand même à aller sur la version YouTube pour voir ce qu'il va se passer. On va passer une petite image du week-end au Pérou parce que c'est intéressant et c'est important. Je lance la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube et vous allez voir. On est à la 87e minute du match qui oppose Cienciano à Juan Pablo II. Oui, il y a un club qui s'appelle Jean-Paul II au Pérou. J'y reviendrai peut-être un autre jour. Santiago Acaciete, l'entraîneur du club papal, comme on peut le dire, sort un homme que vous voyez courir actuellement qui s'appelle Christian Tizon. Et là, c'est le drame. Regardez. On l'a vu furtivement, l'entraîneur a tendu la main vers le joueur qui n'a pas tapé dans la main. Le joueur est pas content. Fait un doigt à son entraîneur et là, ça part en sucette. L'entraîneur le pousse une première fois et revient une deuxième fois pour essayer de lui en coller une. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir que donc on voit ça en direct pendant le match. Pendant ce temps, on revient au direct. Parce que le karma est quand même impardonnable. Le karma est quand même impitoyable plutôt. On quitte la scène, on revient au match. Et donc, l'action se continue. 87e minute. Cienciano a le ballon, remonte le ballon. Et vous imaginez ce qui va se passer. Le ballon va venir sur le côté gauche. Et l'action se déroule. Il va y avoir un centre. Et puis au bout de ce centre, il va se passer quoi? Il va se passer un but. Et Cienciano s'impose 2-1. Le karma a parlé. Cienciano s'impose 2-1. C'est le score final du match. Et donc, Juan Pablo II se retrouve avec désormais un seul point d'avance sur la zone de relégation. Il reste 2 matchs à jouer au Pérou. Mais vous le voyez, comme on dit souvent dans le football, le groupe vit bien et se dit les choses. Donc ça devrait aller mieux demain.
Voilà, c'était la petite note humoristique du jour. Donc vous voyez que parfois c'est la guerre un petit peu partout autour des terrains et autour du football dans nos chers pays d'Amérique du Sud. Bref, on va continuer de descendre au sud. On a quand même parlé de choses un petit peu un petit peu obscures, pas forcément positives, pas forcément sympathiques. On va aller au Chili. Forcément, j'avais promis qu'on allait en parler. J'en l'avais promis lors d'un live. Et donc j'ai attendu aussi que ça soit officiel et que ça arrive. On va commencer donc par cela. Vamos, exactement. Il y en a qui savent de quoi on va parler. On va parler donc de ce qui s'est passé ce week-end au Chili avec cette image, ce titre pour Coquimbo Unido, champion du Chili 2025. C'est la première fois de l'histoire du club que les Pirates sont champions de première division. Je reviendrai un tout petit peu dans un instant sur l'histoire du club. Et on va prendre donc un petit peu de temps parce que c'est assez important. Je vais quand même d'ailleurs, on va quand même juste commencer par cela. Pourquoi on parle de pirates? Pourquoi il y a un pirate sur le logo de Coquimbo Unido? Alors maintenant, voilà, en plus, il y a une étoile puisqu'ils sont champions du Chili. Pourquoi les pirates? Je vais vous expliquer d'où vient le surnom. En fait, la légende raconte qu'il y a un trésor enfoui quelque part dans la ville de Coquimbo. Coquimbo, pour vous situer un petit peu, c'est à 460 km au nord de Santiago. C'est une ville portuaire. C'est pas très loin de La Serena. D'ailleurs, le derby, c'est contre La Serena. C'est une ville qui doit son nom au quechua Coquimpu, qui voulait dire le lieu aux eaux calmes. Et bref, c'était donc le lieu où débarquaient les navires espagnols qui venaient du Pérou et qui s'y rendaient chargés d'or, d'argent et d'autres objets de luxe. Et donc, c'est aussi un lieu très fort de la piraterie au XVIe et XVIIe siècle. On dit que Francis Drake y a débarqué en 1579, que Bartholomé Sharp y a débarqué un siècle plus tard, afin de piller et de ravager localement. Donc, c'est la ville des pirates, tout simplement. Et donc, on dit qu'il y a un trésor enfoui quelque part dans la cité. C'est la légende. Et d'ailleurs, le club s'y est pas trompé parce que il y a les célébrations du titre qui démarrent, qui ne s'arrêtent pas depuis. Mais il y a une vaste célébration qui est prévue demain. Et en gros, on invite les gens à venir voir le trésor de Coquimbo, tout simplement. Donc, c'est une ville de pirates qui venait lutter contre La Serena, qui était la ville coloniale des Espagnols. Et donc, c'est la ville des pirates. Et donc, tout ce qui touche Coquimbo, tout ce qui est attrait à la ville est lié à la piraterie et d'ailleurs et à tout ce qui est marin. Alors pour aller plus loin un petit peu dans l'histoire de Coquimbo Unido, sachez que si le club joue en noir et jaune, c'est pas anodin aussi, c'est les couleurs de la ville tout simplement, et c'est aussi les couleurs qui ont été données parce que quand le football a débarqué comme dans bien des pays d'Amérique du Sud, il est arrivé par les ports, par les cités portuaires, et donc il est arrivé aussi par Coquimbo, et les marins anglais, notamment en 1903, ont joué contre des locaux de Coquimbo, et l'équipe d'un navire qui s'appelait le HMS Flora, qui était invaincu, qui avait fait une tournée à Montevideo, à Buenos Aires, qui n'avait pas perdu un match, est arrivé à Coquimbo et a perdu contre une équipe locale, et a laissé son maillot qui était noir et jaune. Voilà, donc tout cela là-dessus. Ce noir et jaune, ce côté piraterie, ils avaient piraté les marins, et donc voilà. Et d'ailleurs, ce côté piraterie que l'on peut continuer de voir, ils l'ont fait sur le championnat, parce que je dis Coquimbo Unido est champion du Chili, c'est un petit club chilien, je vais vous l'expliquer dans un instant, je vais vous montrer le classement, parce que vous allez voir que c'est important, c'est pas un petit champion que l'on a, c'est pas un champion par défaut, j'insulte pas le club, mais Huachipato en 2023 a surtout profité du fait que tout le monde s'est cassé la gueule pour justement saisir sa chance. Je rappelle que Huachipato est champion du Chili en 2023, là on est vraiment plus au sud, ça parle de Pittsburgh, c'est le même club, c'est les Acereros, ils ont quasiment le même logo, que les Steelers, puisque c'est le style marque, Huachipato, ils avaient été champions en 2023 avec 7 défaites. Là, eh bien écoutez, vous savez quoi, je vais vous montrer le classement, ça parle, les 14 victoires d'affilée en championnat, c'est un record. Je suis pas sûr à 100% Noévé, donc je vais pas te répondre à cette question, mais regardez le classement, s'ils sont champions, ils sont champions au soir de la 26e journée, il reste 4 journées à disputer, ils ont 17 points d'avance sur l'Universidad Católica, 17 points d'avance sur l'Universidad Católica, c'est monstrueux. Alors évidemment, vous voyez dans le classement que l'Universidad de Chile et que Colo-Colo sont un peu à la ramasse, mais 17 points d'avance, et surtout il y a un chiffre à regarder, c'est leur bilan. En 26 matchs, ils en ont gagné 20, ils ont 5 matchs nuls et ils n'en ont perdu
qu'un seul, c'était face à Colo-Colo en mars dernier, si j'ai bonne mémoire, mars ou avril dernier, au match aller. Mais depuis, ils ont tapé 2 fois la Católica, dont un 3-0 sur le terrain de la Católica, enfin à l'extérieur. Ils ont tapé une fois là où ils n'ont pas encore joué le match retour, et ils ont tapé Colo-Colo quand ils les ont reçus. Donc, 20 victoires en 26 journées, 65 points à 4 journées de la fin. Pour vous donner une idée sur cette affaire-là, Coquimbo Unido peut égaler le record de points absolus, voire le battre, puisqu'il y a 4 matchs à jouer, donc il y a 12 points à prendre, peut battre le record de points, du plus grand nombre de points d'un champion d'un tournoi large. On appelle ça les tournois larges. En fait, c'est des championnats tels qu'on les connaît. J'ai oublié de préciser le format, mais au Chili, c'est un championnat normal. Phase aller-retour, et à la fin de la saison, on regarde le classement et c'est réglé. Donc voilà, c'est un championnat traditionnel comme on le connaît chez nous. Donc, le record absolu, c'est l'Universidad Católica qui le détient en 2010, 74 points. Vous voyez que Coquimbo Unido est à 65, il reste 4 matchs. Il y a un détail majeur, important, c'est qu'à l'époque, la Católica a fait 74 points en 34 matchs. Coquimbo peut faire 77, s'il gagne ses 4 derniers matchs, peut faire 77 points en 30 matchs. Voilà, c'est donc un énorme champion. Ils ont battu le record de la U de 99, sinon c'est 16 le record. Merci Chileno, je savais que tu étais dans le coin et que tu allais répondre à cette histoire. Ils ont fait 14 victoires et de toute façon, vous voyez, il y a une seule défaite. Donc on n'est pas sur un champion entre guillemets au rabais, on est sur un champion qui va probablement être l'un des plus grands champions en termes de performance de l'histoire du football chilien. Alors, entre guillemets, depuis la mise en place des tournois, de ce que l'on appelle donc les tournois longs, un vrai championnat comme on l'appellerait chez nous, on est sur un record. C'est la première fois depuis 2015 qu'on a un champion inédit, c'est-à-dire qu'une équipe décroche son premier titre. C'était Cobresal qui avait été champion en 2015, qui était à l'époque premier champion depuis le premier champion, on appelle ça le champion inédit, on peut l'appeler ainsi, qui était à l'époque le premier champion inédit depuis 1980. Donc entre 1980 et 2015, il n'y a eu que des équipes qui ont décroché un autre titre. C'était Cobreloa en 1980, qui joue après la finale de Libertadores face à Flamengo notamment. Voilà, ça vous ramène à d'autres histoires. Je crois qu'elles ont été racontées quelque part sur Lucarne Opposé. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est la deuxième fois donc au XXIe siècle qu'une équipe inscrit son nom pour la première fois au palmarès du football chilien. D'ailleurs, je peux faire une parenthèse, je disais faire de la pub pour les magazines Lucarne Opposé. Si ça vous intéresse, l'histoire de Cobreloa, j'en parle dans un des magazines. Je dois avoir noté lequel, je crois que c'est le numéro 6. Non, le numéro 6 c'est un autre, je sais plus. Le 17, voilà, j'avais noté dans un coin. Le 17, le Hello Mag 17, je parle de Cobreloa 88 et je parle de toute l'histoire de Cobreloa et de la naissance des clubs que sont Cobreloa et Cobresal. Je peux vous le faire très vite en résumé pour fermer la parenthèse. Cobre, c'est le cuivre, donc ce sont les clubs des mines de cuivre de Loa, du département du Loa, de la région du Loa, et Sal pour Salvador, de la région du Salvador. Ce sont des clubs qui ont été créés pendant la dictature sous Pinochet pour essayer vous voyez, de jeter un petit peu l'opium au peuple pour que les miniers arrêtent de protester en fait. Ça n'a pas marché des masses, mais les clubs, voilà, et ont des moyens que n'a pas Coquimbo Unido, parce que pour le coup, on va continuer dans cette image du pirate. On est vraiment sur une équipe qui n'a pas les moyens et qui attaque les gros, qui attaque les gros. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Juste pour vous dire, pour continuer dans cette histoire-là, Coquimbo Unido rejoint donc les équipes à un titre, je le disais. Il rejoint notamment Green Cross, qui a été champion en 1945, club qui a complètement disparu d'ailleurs. Et pareil, si ça vous intéresse, Hello Mag 20, où il y a une vidéo, je mettrai les liens dans la description, d'un temps additionnel qui commence à dater, qui doit avoir un petit peu vieilli, qui doit piquer un petit peu au niveau de la vidéo. Voilà, où je parle des tragédies de Green Cross, parce que la disparition du club est dramatique. Vraiment dans tous les sens du terme, il y a des trucs totalement fous, il y a une histoire totalement fou avec une fuite à dos de mulet dans les Andes, enfin c'est rattrapé en hélicoptère, c'est exceptionnel. Bref, allez voir cela. Santiago Morning a été champion en 42 et Unión San Felipe en 1971, et ça aussi j'en avais parlé dans un magazine, dans le Hello Mag 6. Donc voilà, si vous voulez financer le documentaire de Lucarne Opposé, achetez-vous les mags. Je rigole, mais non, mais si vous voulez voir ces histoires-là, elles sont sur les mags. Certains sont épuisés, ils ne sont plus qu'en PDF. D'autres sont encore disponibles au format papier. Donc voilà. Et donc il y avait O'Higgins en 2013 et Cobresal en 2015. Donc c'est le troisième club au XXIe siècle à écrire son premier titre, à décrocher son premier titre. Et dernier point pour côté histoire, il y a une très belle histoire avec l'entraîneur Esteban González. C'est le premier entraîneur chilien champion depuis Mario Salas en 2016.
Donc vraiment, il y a beaucoup de cases historiques qui sont cochées dans cette histoire de Coquimbo Unido. Je vois passer la question, en termes de surprise, on est un peu sur Leicester. Leicester, il y a un milliardaire derrière. Il n'y a personne derrière Coquimbo, hein, ils se démerdent. Hein. C'est vraiment un petit club, Coquimbo, je vais l'expliquer dans un instant. Il n'y a pas de joueurs qui jouent en sélection chilienne parce que la stratégie, c'est aussi, et j'en parlerai aussi, de s'appuyer sur, en gros, des sortes de vieux routards du football local. Et donc justement, je vais prendre un petit peu le temps. Je reviendrai un petit peu sur Esteban González plus tard. On va revenir un petit peu justement sur cette histoire de Coquimbo Unido, sur ce club-là. Je le disais, c'est le club de la ville de Coquimbo qui est au nord de Santiago. Le club est fondé en 1958. Il a été fondé un 30 août d'ailleurs, pour être précis. Il arrive en deuxième division professionnelle en 1959. Il est champion en 1962 de D2 et donc il accède à la première division. Cette année-là, il va croiser Colo-Colo et Laou qu'il bat. D'ailleurs, à ce moment-là, vous voyez toujours cette notion de pirate qui attaque les plus riches. À l'époque, Colo-Colo est champion et Laou des Chile de 1962, des années 60, c'est le Ballet Azul. Hein, c'est la plus grande époque de Laou. C'est l'époque des Leonel Sanchez et compagnie, qui sert de base à l'équipe du Chili qui est troisième de la Coupe du Monde 62. Donc c'est des monstres et les petits pirates continuent de les fracasser. Mais bon, je le disais, Coquimbo, c'est vraiment un petit, hein, c'est un petit club du coin, vraiment. C'est un petit club du paysage chilien. Dans les années 60-70, il survit tant bien que mal. Il fait comme il peut. Il fait d'ailleurs souvent l'ascenseur. Il va se stabiliser à partir des années 90 dans l'élite, puisqu'il remonte en 1991. Et d'ailleurs, c'est historique quand il remonte, toujours dans ce côté un petit peu pirate, parce qu'en 1991, il se qualifie pour la Copa Libertadores. Il participe à la Libertadores de 92. Ils sont dans le groupe du Newell's de Bielsa. Forcément, ils pèsent pas lourd, mais ils jouent quand même le futur finaliste. Et ils vont rester 16 ans dans l'élite jusqu'en 2007, où ils redescendent en deuxième division. Et là, ils vont rester 11 ans en deuxième division. Et là encore, pareil, quand ils reviennent, ils renversent la table, concrètement. Ils reviennent en 2019, ils finissent cinquième, ils se qualifient pour la Sudamericana. Et là, ils vont mener une campagne de Sudamericana assez folle, parce qu'ils partent dès le premier tour, ils éliminent Aragua. Deuxième tour, Estudiantes de Mérida. Ces deux clubs-là sont des clubs vénézuéliens. Et ensuite, ils arrivent donc dans ce qu'on appelle le sprint final, donc huitième de finale. Huitième de finale, ils s'imposent contre Junior de Barranquilla, en s'imposant en Colombie. Ils se qualifient là, et ils finissent par tomber contre un club. Ce club-là, c'est le futur vainqueur de l'épreuve, le Defensa y Justicia, d'Hernan Crespo, Brian Romero et un certain Enzo Fernandez. Rien que ça, et ils tombent donc en quart de finale face à cette équipe-là. Donc, c'est 2020, c'est quand même une petite parenthèse dans l'histoire du club. Il retombe en D2 et il revient en 2022. Il se sauve, et Chileno pourra en témoigner dans le chat, mais par miracle, lorsqu'ils reviennent, en gros, ils se sauvent à la dernière journée du championnat. Ils reviennent en Sudamericana, ils y étaient en 2024, et ça part un peu en sucette fin 2024. Il y a quelques embrouilles entre l'entraîneur de l'époque, Fernando Diaz, et son adjoint Esteban González. C'est Esteban González qui prend le relais en fin de saison, parce que c'était quand même un petit peu compliqué aussi pour la fin de saison pour Coquimbo. Et donc, cet homme-là est devenu le premier Chilien champion depuis 9 ans. Et cet homme-là, il a un parcours atypique et c'est peut-être l'un des thèmes de l'année, finalement, parce que c'est un ancien joueur, Esteban González, on le surnomme El Chino. Il a été joueur et formé au Deportes Concepción. Il est revenu à la tête de ce club-là lorsque le club a été désaffilié. On en avait, là aussi, je continue de faire de la pub, on en avait parlé dans un Bola Latina et dans un Hello Mag du Deportes Concepción, parce qu'il y avait un modèle très particulier. Le club a été devenu une SAD qui a coulé le club, donc les fameuses SAD. Il a été désaffilié et quand il est revenu par un mouvement de sociaux. Il a été racheté par des sociaux. C'est les sociaux qui ont géré le club et Esteban González a été le premier entraîneur de cette nouvelle version du Deportes Concepción qui était, je le dis, son club formateur, et c'est lui qui les a fait passer en 3 ans de la 5e division à la 3e. En gros, il a contribué à ramener le Concepción dans le foot pro. Il a été sa saison en 3e division s'est pas bien passée, donc il est parti, et donc lui est arrivé en 2022 à Coquimbo, et comme je le disais, il a pris le relais l'année dernière. On est sur un entraîneur qui est jeune, il a 43 ans, et donc le thème commun que l'on peut voir, c'est qu'on est sur un garçon qui est passé par les étages amateurs, qui a connu absolument tous les niveaux du football chilien, et qui se couronne champion avec une équipe qui est généralement habituée à l'anonymat de la première division quand elle y est.
qui n'attire absolument pas les gros médias. D'ailleurs, on le voit dans les réactions que ça suscite. TNT Sport, qui est le diffuseur du football chilien, est en boucle sur Coquimbo Unido depuis, et vous voyez de nombreux messages qui disent « Ah bah tiens, ils sont enfin chez nous », ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un club qui n'attire d'habitude pas la lumière, et qui même dans sa façon d'opérer dans la construction de son effectif. On me demandait s'il y avait des internationaux chiliens dedans. Non, il y a des internationaux. Il y a un international panaméen dans cette équipe. Si je vous montre la photo, ça va vous parler tout de suite, puisque c'est le premier buteur du match du week-end face à la Calera. C'est Cecilio Waterman, qui est un des vieux briscards, un des vieux routards du football chilien. Il a joué dans plusieurs clubs au Chili, et il y en a plein comme ça. J'ai vu passer le nom dans le chat, parce qu'on pourra remettre le classement, mais effectivement, il y a de la lutte on va en parler juste après, de la lutte ce qui reste à jouer dans ce championnat chilien. Il y a le Mono Sanchez dans les buts, qui est l'ancien gardien d'Unión Española, qui est un des vieux briscards aussi. Il y a plein de joueurs comme cela dans cette équipe-là. Et de tradition, ils ont aussi fait jouer des anciens. Esteban Paredes est passé par Coquimbo il y a quelques temps, les anciennes légendes de Colo-Colo. Enfin bref, voilà. C'est un club qui construit avec ce qu'il peut, et qui là, vraiment, pour le coup, a renversé complètement la table. Et je le disais, donc, avec un entraîneur inconnu de tous, habitué à l'anonymat, habitué aux divisions inférieures, qui a toujours fait monter ses équipes dans les divisions inférieures, et qui là est couronné champion. Et si je dis que c'est un thème commun, c'est que ça doit vous rappeler forcément le duo Fabio Orsi, Sergio Gomez, qui a couronné Platense lors de l'Apertura 2025 en Argentine. Voilà. Bref, on a donc cette incroyable histoire, cette magnifique histoire de Coquimbo Unido, qui est champion du Chili 2025. On est clairement face à une histoire. On parlait de culture foot, de Lucarno Posé et de machin. Bah, si Lucarno Posé existe encore dans 20 ans, je pense qu'on écrira sur l'épopée de Coquimbo Unido 2025 pour le 20e anniversaire. Il a réussi à placer le calamar. Exactement. Le calamar avec les pirates. Tu comprends le lien ou pas? Donc voilà, on est clairement sur une histoire qu'on racontera dans 20 ans, comme celle de l'Union de San Felipe de 1971, tout comme on a pu raconter Green Cross à une époque. Ce sont des histoires absolument incroyables, magnifiques, et qui, voilà, on a beaucoup parlé de choses qui pourraient faire déprimer, qui pourrait dire c'est bon, le foot j'arrête. Non, on n'arrête pas, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ces histoires-là, et parce que ça reste quand même assez magique. Et voir cette bande de pirates qui vient de retourner le Chili, c'est absolument magnifique. On verra, ils seront en Libertadores 2026 l'année prochaine. On va faire un petit point. Jean Beauséjour a joué à Coquimbo pour finir sa carrière. C'est souvent le club qu'on utilisait un petit peu pour finir sa carrière, comme Montpellier 2012. Ouais, c'est un peu ça. Coquimbo qualifié direct pour la phase de poule. Ouais, pour la phase de poule. On va parler de Libertadores dans un instant. J'ai vu que les messages ont été postés dans le chat. On va juste regarder le classement, parce qu'effectivement, ça va se bastonner sur les 4 dernières journées. Parce que si Coquimbo Unido est seul au monde, vous voyez que derrière, la bagarre pour la Libertadores, c'est-à-dire les places 2 et 3, la 2 elle est directement qualificative, la 3 elle passe par les barrages, et les places 4, 5, 6, 7 qui renvoient en Sudamericana, elle est violente. Vous voyez que Colo-Colo est pour l'instant hors de toute compétition continentale, que la U de Chile s'accroche comme elle peut, même si ça va pas très fort, une seule victoire sur les 5 derniers matchs, pardon. Et vous voyez aussi tout en bas que c'est le bazar absolu, et surtout pour un gros club, Unión Española, qui est dans une dégringolade absolument dingue, et qui donc là joue pour sa survie, qui pour l'instant est le premier relégable, un point de retard sur le Deportes Limache, qui est l'un des promus. Et donc vous voyez, rien n'est fait, parce que il reste 4 matchs, il reste 12 points à prendre, et il y a Everton, Limache et Unión Española qui sont à la lutte. Ça va être un petit peu plus compliqué, je pense, pour Iquique, mais voilà, vous voyez que c'est la fin de saison va être passionnante. On a un champion, mais la fin de saison au Chili va être absolument incroyable. Voilà pour le Chili, et je le disais, Coquimbo Unido va jouer la Copa Libertadores. Alors on va être obligé de faire une petite parenthèse. On va donc être obligé de parler de ce qui va se passer en Argentine le week-end prochain. Le week-end prochain, c'est le week-end du Super Classico. Ça va arriver dans un contexte assez particulier, c'est que la Libertadores 2026 pourrait être privée d'un des 2 géants argentins. On a l'habitude de voir Boca se rater ces dernières années. Cette année, c'est River qui est parti pour se rater. River s'est incliné ce week-end, hier, grâce à Nueve, présent dans le chat, face au Gimnasia au Monumental. 4e défaite au Monumental. Ça n'était pas arrivé depuis près d'un siècle à River Plate. Et ce week-end, c'est le 265e Super Classico de l'histoire à la Bombonera. Donc Boca accueille River. Je vais vous montrer, je ne vais pas vous refaire l'histoire du Super Classico. Il y a des articles sur Hello, je vous mettrai les liens.
Je pense que je les ressortirai du bois samedi pour que, voilà, je vais pas vous renvoyer vers le premier Super Classico, la rivalité entre les deux clubs, l'histoire des deux clubs. C'est bon, on connaît un petit peu toute cette histoire. Donc voilà, je ferai remonter tout cela. Mais évidemment, on va parler de l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est la qualification pour la Libertadores. Donc en perdant hier au Monumental contre le Gimnasia, River, en gros, s'est mis dans la sauce. Mais vraiment dans la sauce, dans l'optique de la qualif à la Libertadores. Je vais vous rappeler quelles sont et quelles étaient, pour beaucoup parce qu'on va être obligé d'employer le passé, l'imparfait pour beaucoup, quels étaient les moyens dont disposait River pour se qualifier pour la prochaine Libertadores. Gagner l'Apertura, perdu, c'est Platense. Le Clausura, c'est pas encore mort, mais actuellement, River est 6e. Je rappelle qu'il faut finir top 8 de sa zone pour aller en play-off. Donc c'est pas complètement mort de ce côté-là. Il fallait gagner la Copa, on pouvait le faire en gagnant la Copa Argentina. River s'est craqué en demi-finale et donc ne gagnera pas la Copa Argentina. La Libertadores, ils se sont pris un mur nommé Palmeiras, pardon. Donc, mais ça à la limite, c'est pas le truc le plus surprenant. La défaite face à Palmeiras, on l'a déjà dit. Donc la Copa Argentina s'est terminée en demi, la Libertadores s'est terminée en quart, et donc il ne reste que 2 possibilités, le Clausura et la table annuelle. Je le disais, le Clausura, River est 6e de son groupe. Il y a une équipe qui marche sur tout le monde, qui est encore invaincue après 14 journées, c'est le Rosario Central d'André Di Maria. Et donc, le chemin le plus court, à 2 journées de la fin de la phase régulière du tournoi, le chemin le plus court, c'est table annuelle. La voici, cette table annuelle. Il reste 2 journées à disputer. Vous voyez que Rosario Central est assuré de prendre une place en phase de groupe. La 2e place est en vert clair sur cette table parce qu'elle qualifie pour la phase de groupe de la Libertadores, pas la 3e. La 3e place, elle envoie au 2e tour. C'est la fameuse histoire qui est arrivée à Boca l'année dernière avec le match face à l'Alianza Lima qui a fait sauter Boca. Donc l'enjeu, c'est cette 2e place. Cette 2e place, elle appartient justement à Boca. Boca a 4 points d'avance sur River. Vous comprenez tout de suite où on va arriver. Si Boca fait match nul contre River ce week-end, il est assuré de laisser River derrière lui à la fin de la saison régulière et donc de laisser River derrière. Il n'est pas assuré encore à 100% parce que ça va dépendre de ce qui va se passer avec Argentinos et Riestra. Mais voilà. Si Boca s'impose, Boca s'assure une place en phase de groupe en Libertadores à la table annuelle. Parce qu'ils ont 5 points d'avance sur le duo Argentinos-Riestra, vous le voyez à l'écran, et donc s'assure à une journée de la fin de la 2e place puisqu'écarte définitivement River Plate. Voilà l'enjeu du Super Classico ce week-end. River doit donc, en fait, n'a pas le choix. La défaite, face au Gimnasia, met River dans une sauce monumentale. Vous avez vu le jeu de mots. Et donc River doit absolument s'imposer à la Bombonera ce week-end. Le match c'est dimanche à 20h30. Je ne sais pas si on pourra le faire en live parce que vous savez à quel point c'est compliqué les dimanches à 20h30. Je vais voir. Vraiment, je vais voir, surveiller sur les réseaux sociaux, surveiller sur le Discord, je vous tiendrai au courant. Et si je vous tiens au courant, il y a des chances pour que ça soit dans la journée de dimanche. Peut-être avant, je vais voir. Mais on va essayer. Vraiment, on va essayer. On va essayer, j'en parlerai tout à l'heure, mais on va essayer de faire ça dès 20h30 dimanche. Bref, parce que voilà, vous attendez pas au match de l'année, hein, c'est un Super Classico, ça va se mettre des pains, ça va être le bordel. Même si on a perdu des Marcos Rojo, il va nous rester Paredes pour péter des durites et Acuna de l'autre côté. Donc ça devrait être sympa de ce côté-là. Mais il y a un peu moins de joueurs potentiellement capables de péter des câbles, on verra. Bref. Dimanche à 20h30. Donc ils sont dans la sauce et voilà. Et la question qui se pose justement dans le chat par rapport à Marcelo Gallardo, ça devient compliqué. Voilà, ça devient très compliqué pour Gallardo. River vient de changer de président puisque Stefano Di Carlo a été élu. Il est très jeune. Stefano Di Carlo a pris la place là ce lundi de Jorge Brito. C'est lui qui va fixer la politique de River en 2026, la politique sportive. C'est lui qui va donc tout mettre en place. Il a apporté son soutien avec conviction, avait-il dit à l'époque, pour Marcelo Gallardo. Il y a quand même un élément à prendre en compte, c'est que le contrat de Marcelo Gallardo se termine dans 2 mois. Et donc, rien ne permet de dire aujourd'hui si Gallardo sera prolongé. On sait qu'il y a un homme qui n'attend que ça, qui n'est pas, à mon avis, pas très loin de se faire dégager de son club d'ici la fin de la saison, c'est Hernan Crespo. Il y a des chances pour que le cycle se termine là. Le second cycle de Gallardo est un échec, on va le dire très clairement. On a eu par moments l'impression que ça allait pouvoir rebondir, que ça allait, on voyait des prémices de certaines choses. C'était juste des séquences
et c'est un échec absolu. Donc il y a peu de chances pour que Gallardo soit là en 2026. Il y a, on va pas se mentir, peu de chances pour que River soit en Libertadores en 2026 parce que le match à Boca, ça va être compliqué. La table annuelle, ça va être compliqué. Et du coup, derrière, gagner le Clausura, vu l'état du club actuellement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bref, on va voir ce qui va se passer ce dimanche, 20h30. Donc, à la Bombonera. Sachez que Boca, pendant ce temps-là, a pris les commandes de sa zone. Ça va, entre guillemets, mieux pour Boca. On va dire qu'ils sont premiers au milieu de rien. C'est un peu le problème de l'Argentine aussi. Ça va être un des enjeux. C'est peut-être, probablement, je sais pas, choisissez le mot que vous voulez, le dernier Super Classico de Marcelo Gallardo à la Bombonera. Voilà, dimanche 20h30. Gros enjeu sur cette rencontre. On essaiera, vraiment, j'essaierai. Je vais essayer, je vais voir si je peux le faire dimanche à 20h30. Je vais rappeler les choses quand même pour ceux qui n'ont pas l'habitude des Super Classico. On regarde jamais un Super Classico pour le foot. On regarde le Super Classico pour le folklore. C'est jamais des matchs de dingue. C'est très rarement des matchs de dingue. C'est voilà, ça va se mettre sur la gueule. Il va y avoir le folklore, il va y avoir l'ambiance. La Bombonera va être en folie, en fusion. L'état, comme dit Vince, l'état de forme des deux équipes n'a aucune incidence sur ce que peut être un Super Classico. Tu peux avoir un River dégueulasse qui va gagner un Super Classico, un Boca dégueulasse qui va gagner un Super Classico, un en crise qui gagne, l'autre en crise qui gagne. Enfin voilà, c'est un Super Classico, c'est un match à part. C'est de l'ambiance, voilà, le foot qu'on aime et on veut de la bagarre. On veut de l'intensité, on veut des scandales parce que c'est le principe d'un Super Classico. Il va falloir que l'arbitre fasse de la merde pour que tout le monde puisse s'insulter librement. Voilà, c'est tout un folklore, le Super Classico. Donc voilà, on veut du foot argentin. Voilà, dans sa splendeur, on veut des papelitos, une Bombonera qui tremble, des joueurs qui se mettent sur la gueule, des scandales. On veut un truc de fou, quoi. On veut n'importe quoi, comme on l'aime. C'est ça, le Super Classico. Et ne cherchez pas autre chose. N'appelez pas Fred Hermel pour qu'il vous explique que c'est un niveau de 3e division parce qu'il ne connaît rien à ce Super Classico. On veut du sang. Voilà. C'est ça. Voilà, on va terminer. On est allé, et vous voyez, on est parti de Colombie, Équateur, Pérou, Chili, Argentine. On va remonter. Allez, on va aller tout en haut. On va sauter Palmeiras. On va pas en parler. Palmeiras, Flamengo, on aura le temps d'en parler. Il y aura pas mal de choses. On va préparer pas mal de choses pour cette finale de Libertadores du 29 novembre. On aura le temps d'en parler. On va décliner des trucs sur les différents réseaux. L'avantage du fait que c'est déjà le remake de 2021, c'est qu'on a déjà tous les papiers qui sont prêts sur le site. Il n'y a plus qu'à les actualiser. L'histoire des deux clubs, les précédents entre Palmeiras et Flamengo. On a déjà le compte-rendu de la finale de 2021. On a le portrait de Daverson qui avait été fait dans un Hello Mag. Peut-être que je le mettrai en version accessible à tout le monde. Enfin voilà, il y a plein de choses à déjà prêtes et faites sur cela. Et nous, on va essayer de le décliner autour de vidéos, notamment sur TikTok et tout. Donc voilà, on parlera de la Libertadores tranquillement quand on va y arriver. Finale attendue, bah oui, comme je l'ai dit, voilà, c'est ce qu'on attendait. C'est les deux meilleures équipes du continent. Elles n'étaient pas du même côté du tableau. Dès qu'on a vu qu'elles étaient chacune d'un côté du tableau, voilà, il y avait peu de surprises. Donc on est un petit peu sur un rendez-vous annoncé, mais en même temps, voilà, ça n'a pas été forcément hyper facile tout du long. On va pas non plus banaliser ce qu'a fait Palmeiras et la manière dont il l'a fait face à la LDU, parce que le 4-0 est quand même assez impressionnant, parce qu'ils l'ont fait sans avoir besoin de mettre le vertige dans le match ou de le rendre vertigineux. Ils l'ont fait avec une maîtrise absolument terrible. Aucun vol arbitral, Nir, vraiment. On a été, même avec Nueve, on avait annoncé un penalty rouge à la 5e. Très franchement, il n'y a pas eu besoin. Il y a eu une maîtrise absolue. Ils étaient au-dessus. Palmeiras était au-dessus de la LDU. Et voilà, ça a été un petit peu plus compliqué, plus ou moins pour Flamengo sur certains matchs. Mais c'est pareil. La première mi-temps face à Racing, il y a une énorme maîtrise de Flamengo. Ils sont jamais en danger. La deuxième mi-temps, ils le sont très peu. Et quand ils le sont, ils en rossi dans les buts. Donc voilà, ça va être une finale, on s'y attendait, de Coupe du Brésil entre les deux meilleures équipes brésiliennes qui se battent pour le titre, qui se sont affrontés maintenant il y a 15 jours. 10 jours ou 15 jours, Flamengo s'est imposé 3-2. On espère qu'il y aura des buts. C'est une finale entre clubs brésiliens. On en a l'habitude. On peut rien y faire. C'est toujours comme ça. Donc il faut se faire au fait qu'on aura tout le temps des finales brésiliennes en Libertadores, sauf s'ils s'affrontent avant. Mais c'était pas le cas cette année. Bref, on va passer à la. Oui, c'est logique. On va passer à la dernière partie. On va aller tout au nord. On va aller en CONCACAF. On va aller en CONCACAF parce qu'on va aussi comme ça poser les rendez-vous de fin de semaine. Et c'est comme ça que je vais terminer cette émission sur les rendez-vous de fin de semaine. On va aller faire un petit tour déjà du côté des États-Unis. On va aller du côté de la MLS. Du côté des playoffs, c'est pas tout à fait fini pour les matchs 2. Au moment où on enregistre l'émission, il reste un match entre Seattle et Minnesota qui est la nuit prochaine.
Je vous rappelle qu'il n'y a que 3 équipes qui sont qualifiées directement. On ne connaît qu'une seule affiche des demi-finales de conférence. Ça sera celle qui va opposer le LAFC de Denis Bouanga et de Son Heung-min qui ont écrasé tranquillement Austin hier soir. Vous étiez peut-être en direct live avec nous. Donc voilà, avec Denis Bouanga qui a passé le cap des 100 buts avec le LAFC. Et ils vont, c'est probablement la finale de conférence avant l'heure, affronter en demi-finale les Vancouver Whitecaps de Thomas Müller et de Sébastien Berhalter que vous voyez à l'image ici. Ça, vraiment une très 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 belle affiche, très très grande affiche. Un paramètre à prendre en compte, ça sera sur un match simple, match direct, et ça sera à Vancouver, sur la pelouse synthétique de Vancouver. Ça peut aussi avoir son rôle. Je vais réexpliquer le format. Tu as raison, je voulais juste donner l'affiche qui était réglée, qu'on connaissait. Le format. On est encore dans le premier tour des playoffs. Et pourquoi je dis on y est encore parce que le premier tour des playoffs que vous voyez à l'écran se joue au meilleur des 3 matchs. Il n'y a pas d'histoire de différence de but entre l'aller et le retour. Non, c'est au meilleur des 3 matchs. Et il y a 2 moyens pour gagner une rencontre, soit dans le temps réglementaire, soit en cas de match nul au tir au but. Et ça sera le cas sur le match 3. Et donc si je disais qu'on connaissait une seule affiche, c'est que c'est réglé en 2 matchs pour Vancouver et pour le LAFC qui ont gagné les 2 matchs. Les Whitecaps ont d'ailleurs gagné le dernier match au tir au but. C'est aussi fait pour Philadelphie de l'autre côté qui a battu Chicago en 2 matchs. La première victoire a été acquise également après une séance de tir au but. Philadelphie menait 2-0 et s'est fait reprendre 2-2. Et pour tout le reste, on attend encore de savoir entre Minnesota et Seattle. Si Seattle s'impose chez lui la nuit prochaine, il y aura un match 3. Pour tous les autres, il y aura un match 3. Match 3 entre San Diego et Portland. Match 3 entre Charlotte et New York City. Match 3 entre Nashville et l'Inter Miami. L'Inter Miami qui a perdu à Nashville après avoir gagné à Nashville lors de la dernière journée de championnat et avoir gagné le match à la maison. Ils se sont fait bousculer par Nashville, pour le coup, vraiment bousculer par Nashville. Et donc, il y aura un match 3 à jouer le week-end prochain. Ça peut avoir son compte pour la suite. Donc, Miami ne sait pas encore s'il va se qualifier. Et s'il se qualifie, il va prendre le vainqueur de Cincinnati-Columbus. On va en profiter pour faire la bise quand même à Nueve, qui est fin partisan de Cincinnati. Cincinnati qui a pris un bouillon de l'espace ce dimanche. Vous avez peut-être suivi le match en direct avec nous la nuit dernière. Ils ont pris 4-0 face à Columbus. Ils ont trouvé un tir dans le match pour Cincinnati en cours de deuxième mi-temps, parce qu'à la mi-temps, ils n'en avaient pas trouvé. Cincy a joué à 10 à partir de la 38e minute. Ils prennent le deuxième but de Dylan Chambaud à la 41e. Ils ont pris un bouillon de l'espace. Ils ont tiré une fois au but. Et pour vous dire, le tir, c'est sur un corner. Il y a une tête qui arrive ensuite sur Kevin Danke. Et il y a faute sur le gardien. La faute est sifflée. Donc je ne comprends même pas qu'on ait compté le tir. Bref, Cincy a pris un bouillon, 4-0. C'est un derby, c'est un match extrêmement chaud, il peut tout se passer. Et donc, pourquoi j'en parle? Parce que on est dans les rendez-vous. Ça démarre dans la nuit de vendredi à samedi avec Charlotte, New York City. On arrivera peut-être avant, on fera probablement le match. Et ensuite, on aura donc une double session samedi soir à partir de 23h30 pour l'avant-match. Et on fera Cincinnati, Columbus et Inter Miami, Nashville. Le premier est à minuit, le deuxième est à 2h. Donc rendez-vous cette nuit-là. Si je donne les rendez-vous, je vais juste faire une dernière petite parenthèse parce qu'on est dans la zone CONCACAF et j'ai dit que j'allais parler de la zone CONCACAF. Sachez aussi qu'on est en train de jouer les phases finales on va aller vers les finales des coupes centro-américaines et de la Coupe des Caraïbes. Ce sont des coupes qui qualifient les clubs pour la future Conca Champions, puis la future Ligue des Champions de la CONCACAF. C'est l'équivalent en Amérique centrale ou dans la région des Caraïbes de la Leagues Cup que vous suivez l'été entre les clubs de MLS et les clubs de Liga MX. Concrètement, on a eu des choses assez folles qui se sont passées, notamment en coupe Centro-Americana, parce que on connaît la finale. La finale, elle va opposer les Guatémaltèques de Xelajú, que vous voyez en photo ici, qui se sont imposés face au Real España au terme d'une séance de tir au but que je vous invite à aller voir sur YouTube, parce que tout est disponible sur le YouTube de la CONCACAF et je vais revenir dans un instant. Xelajú égalise à la 90+7 pour arracher la prolongation. Il y a tir au but derrière et sur la séance de tir au but, il y a 7 échecs sur 10 tentatives. Et je parle parfois d'échecs, pas forcément des arrêts. Il y a donc 3 tirs au but qui ont été marqués sur cette séance. L'adversaire de Xelajú, donc des Guatémaltèques, ça sera un habitué, ça sera le double tenant de l'épreuve. C'est la 3e, donc c'est le double tenant de l'épreuve. C'est Alajuelense qui lui
a fait pareil. Ils jouaient contre Olympia et ils ont égalisé à la 87e minute à l'aller, à la 70e au retour. On est allé également au tir au but et là, au tir au but, l'équipe hondurienne d'Olympia a fait 0 sur 3 à la séance de tir au but. Finale 27 novembre pour le match aller, 4 décembre pour le match retour. On connaît déjà les 6 qualifiés de l'épreuve, parce qu'on qualifie donc les 4 demi-finalistes et les 2 meilleures équipes ensuite au classement cumulé. Ces 2 meilleures équipes sont San Miguelito du Panama et Cartagines du Costa Rica, le Deportivo Saprissa, que vous connaissez peut-être un petit peu, est 7e et donc n'ira pas en Conca Champions 2026. Sachez que, et la question est posée, les matchs et la finale sera disponible en accès gratuit sur le YouTube de la CONCACAF, tout comme c'est le cas pour la Caribbean Cup, la Coupe des Caraïbes. On est en demi-finale. Demi-finale aller se sont jouées. On va attendre les matchs retour qui sont disponibles sur YouTube. On a d'un côté les Jamaïcains de Mount Pleasant qui se sont imposés 5-1 face à Defense Force. C'est un club trinidadien qui a gagné 2 fois la Conca Champions, en 78 et en 85 d'ailleurs. L'autre demi-finale, elle est 100% République dominicaine, puisqu'elle voit Cibao affronter une équipe qui s'appelle OEM, pas OM, hein. OEM, ça veut dire Organización y Método Football Club. Voilà, si vous voulez tout savoir. Là aussi donc, ça se passe sur YouTube, c'est disponible en libre accès, et donc vous pouvez aller regarder ces matchs-là gratuitement, tranquillement, et découvrir aussi ces zones-là. Je résume, pour les rendez-vous, de la MLS vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi, de la MLS dans la nuit de samedi à dimanche, et dimanche soir. Alors dimanche soir, je vous l'ai dit, j'essaierai de vous prévenir, enfin non, je vous préviendrai, je verrai si je peux faire le Super Classico. Et l'idée qui est en tête, c'est de faire le Super Classico qui est à 20h30, donc d'arriver un petit peu plus tôt, vers 20h, vers 20h. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi. D'arriver vers 20h dimanche, on fait le Super Classico, et après, on enchaîne, on a Flamengo Santos. Donc il y a moyen qu'on puisse faire les deux dimanches, ou de faire que Flamengo Santos, que je pense que je ferai quoi qu'il arrive pour aller aussi toujours un petit peu du côté de l'Amérique du Sud. Donc voilà à peu près les programmes. N'oubliez pas, donc vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, et probablement dimanche soir, j'essaye d'être là pour le Super Classico. Sinon, on fera le Flamengo Santos parce que c'est un gros match, parce que c'est ce qu'on aime et parce qu'on espère voir le Ney. Donc voilà. Pas de Guadeloupe ou de Martinique, mais un club du Suriname. Voilà, ça permet de conclure l'arc Caribbean Cup et ça permet de conclure aussi cette émission. 25e épisode de Lucarne américaine, donc qui arrive à son terme. Vous comprenez aussi pourquoi il n'y a pas eu de dossier, parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter. Je vous donne donc rendez-vous à la fin de la semaine. Pour les traditionnels lives, on parle aussi de beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à venir sur ces lives qui sont sur Twitch. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci ceux qui étaient dans le chat pour cette émission en direct, merci à tous ceux qui écoutent les rediffs, que ça soit sur les plateformes de podcast ou que ça soit sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des pouces, à vous abonner, à suivre, à faire ce qu'il faut faire concrètement. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, il y a un QR code sur cette vidéo, vous pouvez accéder à notre Linktree qui vous permet d'avoir tous les réseaux sociaux de Lucarne Opposée. Et donc je le disais, je termine là-dessus. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Je vous souhaite une bonne fin de journée, parce que c'est le début de la journée, à 23h57 sur la planète Hello, à l'heure où on termine l'émission. Une bonne semaine, on se retrouve en fin de semaine pour les lives sur Twitch notamment. Salut à tous et bonne semaine de foot.